Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le déficit public du Cameroun devrait continuer de croître selon le Fonds monétaire international, une situation qui serait due à la difficulté du pays à mobiliser des recettes fiscales. Au Gabon, incertitude toujours sur la date de la rentrée scolaire dans le public. Une rentrée reportée sine die en raison des difficultés de plusieurs ordres et d'autres situations post-électorales peu stables. Puis les difficultés de l'industrie cinématographique dans bon nombre de pays du continent, à l'instar du Tchad, où ce domaine est fragilisé par le manque de financement. Le nouvel ambassadeur de Belgique du pape François vient du continent africain. Le souverain pontife a choisi Monseigneur Augustine Kasunja, un Ougandais de 70 ans, pour remplacer l'Italien Monseigneur Giacinto Berlocco comme nonce au sein du Royaume belge. En outre, 3 nouveaux cardinaux récemment nommés sont également africains. Avec cette nouvelle désignation, le Saint-Siège poursuit ainsi les démonstrations d'ouverture de l'Église catholique. Ils sont au moins 13 États africains à s'être retrouvés à un moment ou à un autre de leur histoire sous le coup de sanctions de l'ONU telles que l'embargo sur les armes, les sanctions financières, diplomatiques ou encore économiques, des mesures décriées du côté du Parlement panafricain. Reportage d'Ibril Fofana commenté par Siam de Victoria Sedji. Les parlementaires panafricains s'insurgent contre les sanctions économiques à l'égard de certains pays du continent. Au total, 15 États africains ont été au cours de leur histoire sous le coup de sanctions de l'ONU et de pays occidentaux. L'Union européenne et les États-Unis utilisent ces mesures coercitives comme solution à des crises politiques et humanitaires. Décrétées souvent de manière unilatérale, ces sanctions ne sont pas toujours efficaces. Lorsqu'elles sont commerciales et économiques, elles affectent surtout les populations les plus vulnérables. 2 pays sur le continent symbolisent ces situations. Le Soudan, victime des sanctions des États-Unis depuis près de 2 décennies, et le Zimbabwe, qui fait l'objet de sanctions de l'Union européenne depuis 2012. Nous dénonçons vigoureusement les sanctions contre les pays du continent, à l'instar de celles qui frappent aujourd'hui le Zimbabwe et le Soudan, et les déclarons illégales et illégitimes. Pour nous, le meilleur moyen de lutter contre ces sanctions et l'impérialisme est de nous unir à travers un gouvernement continental. Une unité continentale qui renforcera la capacité de l'Afrique à influencer les décisions la concernant. C'est ce qui justifie la volonté des États africains à exiger 2 sièges de membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément au consensus des Unis en 2005. Seulement, voilà. Le continent ne parvient toujours pas à harmoniser sa position sur les pays qui pourraient le représenter au sein du Conseil de sécurité. Les chefs d'État doivent réfléchir, mener la réflexion, poser des critères de sélection. Parce qu'une fois qu'il y a ces critères, qu'on soit unanime là-dessus, on évalue tous les États qui posent leur candidature. Et au fur et à mesure, on élimine et au bout du compte, on retiendra 2 ou voire 1. Je pense qu'il vaut mieux mener cette stratégie, mener cette démarche pour éviter les frustrations et éviter l'exclusion pour ne pas avoir vraiment à créer des problèmes, afin que l'Afrique parle d'une même voix au sein de ce futur Conseil de sécurité des Nations Unies qui va voir le jour. Les parlementaires panafricains sont aujourd'hui mobilisés pour faire entendre la voix du continent sur la scène internationale. Une institution dénommée l'Alliance parlementaire panafricaine pour la réforme du Conseil de sécurité a été créée dans ce sens. Elle a pour mission de donner une impulsion au travail réalisé par le C10, un comité de 10 chefs d'État établi par l'Union africaine pour une position commune de l'Afrique sur la réforme du Conseil de sécurité. Au Cameroun, la dette de l'État devrait continuer d'augmenter durant les 5 prochaines années. C'est ce qu'affirme le FMI. En 2015, cette dette représentait déjà 29% du PIB. D'ici 2021, elle devrait se situer autour des 41%. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Mbardonka.
Le déficit public au Cameroun, c'est-à-dire la dette de l'État, devrait continuer de progresser au cours des 5 prochaines années. C'est ce qui ressort du rapport de suivi de politique fiscale dans le monde du Fonds monétaire international publié le 5 octobre 2016. En 2015, cette dette représentait 29% du produit intérieur brut et elle est projetée à 41% en 2021. Le Cameroun est en train d'achever son port en eau profonde de Kribi. Le Cameroun a 4 ou 5 barrages en cours de réalisation et il y en aurait 2 ou 3 autres qui sont programmés. C'est normal que dans ces conditions-là, il y ait un déficit public, mais ça c'est pour la bonne cause. Le principal défi du pays réside dans la difficulté à mobiliser des recettes fiscales susceptibles de répondre à sa politique budgétaire et à ses différents plans de développement. Selon des spécialistes, les revenus fiscaux ne vont pas baisser, mais ils resteront insuffisants pour contribuer de manière significative à la création des richesses. La capacité pour le Cameroun de produire de l'électricité et le vendre à des pays voisins ou même à héberger des industries consommatrices d'énergie, eh bien, cette capacité-là ferait que le Cameroun, fatalement, automatiquement, inévitablement, deviendrait émergent en 2035. Mais si nous nous plions à la dictature financière des organismes, nous resterons au point où nous en sommes, dans la misère, dans la pauvreté. Même à 2050, on sera encore sur le point de départ. La dette globale du pays fait l'objet de divergences au sein de l'opinion publique camerounaise. Le gouvernement se défend d'être à un niveau soutenable, citant en référence les normes de la communauté des États de l'Afrique centrale qui fixent le seuil critique à 70% du produit intérieur brut. Le pays ambitionne de devenir émergent à l'horizon 2035 et a validé un plan d'investissement de près de 30 000 milliards de francs CFA. À quand la rentrée scolaire au Gabon? Les cours reprennent généralement dans la première quinzaine d'octobre. Mais cette année, il n'en est rien. Une situation qui résulte des contraintes structurelles et d'un environnement post-électoral tendu. Et les multiples reports de cette rentrée scolaire sont plus que jamais source d'inquiétude au sein de l'enseignement. Mélina Bokassa. La rentrée scolaire prise en otage au Gabon, les écoles publiques qui ont abrité les bureaux de vote ont bien connu un afflux d'électeurs le 27 août 2016. Mais les salles de classe n'ont pas ouvert leurs portes comme chaque année autour du 1er octobre. Pour des raisons en fait clairement de logistique, nous avons 20 000 redoublants et 30 000 qui reviennent du primaire. Et ça c'est sur l'ensemble du territoire. Et généralement nous gérions ces flux en temps ordinaire pendant la période du mois d'août. C'est au mois d'août que tout se préparait, septembre des ajustements. Août et septembre n'ont été accaparés entre guillemets par l'activité politique. Ceux du privé ont quant à eux repris les cours ce mardi 11 octobre 2016. Mais pour le public, il faudra attendre encore. La Convention nationale des syndicats de l'éducation nationale a pour leur part annoncé un blocage de la rentrée scolaire tant que le gouvernement ne donnera pas satisfaction à certains préalables. J'ai passé 3 mois de détention. Contrairement à ce qu'ils auraient peut-être souhaité, je sors de là très fort, très aguerri, mais avec 10 fois plus d'envie de continuer le combat. Les cours ne reprendront pas dans les établissements scolaires et universitaires tant que ces leaders ne seront pas libres. Toujours dans l'incertitude donc sur la date de la rentrée scolaire dans le public au Gabon, le syndicat accuse par ailleurs le pouvoir de ne pas avoir construit assez d'établissements, des classes surchargées en effet de 50 à 150 élèves à Libreville. Le cinéma africain fait face à bon nombre de difficultés. La charte d'Alger en 1975 et le manifeste de Niamey qui date de 1982 insistaient pourtant sur le rôle primordial de l'État pour le développement du cinéma, mais force est de constater que le manque de financement met de plus en plus en péril cette industrie. C'est le cas notamment au Tchad. Reportage Mahamat Ramadan commenté par Oumou Kalsoumba. Le cinéma tchadien, tout comme les autres secteurs culturels du pays, peine à se professionnaliser. Le pays regorge d'acteurs et de réalisateurs cinématographiques de talent, mais le secteur manque de structure et de cadres réglementaires pour son épanouissement. Certains cinéastes du pays dénoncent le manque de volonté politique pour soutenir les projets cinématographiques du pays. On n'a pas de matériel au Tchad. Donc, si tu veux tourner un film, cinéma, il faut que tu fasses venir des matériels, que ce soit de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit de la France. Le deuxième problème, c'est le problème des techniciens. On n'a pas de gens formés dans le domaine. Le troisième problème, c'est le problème de financement. Comme on n'est pas structuré,
l'État aussi ne sait pas de quoi il s'agit. Donc tu es obligé de te débrouiller toi-même pour tourner ton film avec des gens de l'extérieur pour avoir des financements. Le gouvernement tchadien a annoncé en 2011 la création d'une école professionnelle des arts cinématographiques pour soutenir le secteur, mais le projet est resté sans suite. Selon certains observateurs, pour donner un souffle nouveau au cinéma tchadien, la subvention de l'État pour la production est nécessaire. Il faut que quelque part les gens pensent financer les productions tchadiennes, je veux dire les films tchadiens, et aussi chercher à mettre en place, pourquoi pas, une direction nationale du cinéma qui peut peut-être gérer toutes ces histoires. Les gens pensent qu'on peut se lever un matin et puis faire un film. Mais si on n'a pas une bonne ressource financière, si on n'a pas les matériels qu'il faut, comment on peut parler de cinéma tchadien? Primé en 2010 au Festival de Cannes, le film L'homme qui crie du cinéaste tchadien Mohamed Saleh Haroun a largement contribué à motiver les amateurs du cinéma tchadien. Rappelons que le gouvernement a réhabilité une salle de cinéma digitale de 450 places dans la capitale pour faire la promotion des œuvres locales. Il permet aussi une part de redevance audiovisuelle pour soutenir les créations cinématographiques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.